Imaginez-vous, demain vous êtes impliqué dans un accident mortel. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre entreprise? Des sujets comme la maladie, l'indisponibilité temporaire, le décès sont souvent des sujets tabous au sein des entreprises. D'après notre expérience, ces thématiques sont souvent repoussées, voire oubliées. Un blocage au niveau des décisions importantes pour l'entreprise est une des nombreuses conséquences. La continuité des affaires, pour nous, c'est essentiellement deux volets. D'une part, la question très concrète de savoir où en vont aller mes parts, s'il m'arrive quelque chose demain. Et puis de l'autre côté, qui va prendre les décisions importantes, qui va prendre en charge les tâches importantes que j'effectue aujourd'hui au sein de mon entreprise. Les deux volets sont évidemment étroitement liés, mais il s'agit de les approcher de manière différente. Il y a beaucoup de façons d'approcher le sujet de la continuité des affaires pour une entreprise. L'important, c'est qu'il faut l'adapter un maximum à l'entreprise, à la famille et aussi à la situation de l'entrepreneur. Dans un premier temps, nous recommandons d'analyser au sein de l'entreprise où sont prises les décisions importantes et qui pourrait les prendre demain. Et cela tant au niveau de la stratégie qu'au niveau de la gestion journalière. Des questions comme qui a accès ou aurait accès aux finances, qui pourrait payer les salaires, qui pourrait négocier avec un fournisseur important ou qui pourra prendre en charge la nouvelle demande d'un grand client. Il s'agit de jeter un œil un peu plus précis à la gouvernance de son entreprise et de l'adapter en cas de besoin. Du côté des décisions stratégiques, une façon de faire, en tant que gérant unique, est de nommer un deuxième gérant, avec lequel on travaille ensemble sur la stratégie et qui, le cas échéant, pourra continuer à assister les équipes à la déployer. Une autre façon de procéder est de constituer un conseil d'administration, composé de personnes proches de soi, mais aussi proches de l'entreprise, qui pourraient, pareil, accompagner, le cas échéant, les équipes sur le terrain pour déployer la stratégie. Du côté de la gestion journalière, il est par exemple possible de nommer un responsable pour chaque service, pour chaque activité, pour chaque département, et ainsi se faire assister aussi pour la gestion journalière par plusieurs personnes. Ou encore, en tant que patron, on se constitue une véritable équipe de direction qui sera au courant de la gestion journalière et qui pourra, le cas échéant, continuer à gérer l'entreprise en cas d'accident inopiné du patron. Si rien n'a été prévu, c'est-à-dire si l'entrepreneur n'a pas écrit de testament, alors notre Code civil prévoit une liste de membres familiaux qui vont hériter l'entreprise familiale. Qui sont ces membres? Dans le cas classique, c'est le conjoint de l'entrepreneur et ses enfants qui vont hériter l'entreprise. Combien vont-ils hériter? En principe, la distribution successorale se fait par part égalitaire, c'est-à-dire chacun reçoit la même part de l'entreprise. Si nous avons une famille avec 3 enfants, chacun va recevoir un quart de l'entreprise. Voilà la situation si le conjoint a opté pour une part d'enfant légitime. Il peut cependant arriver que le conjoint, qui n'a pas travaillé dans l'entreprise, qui n'a pas aidé à construire l'entreprise, ne souhaite pas recevoir des parts de cette entreprise, mais qu'il préfère que ses enfants qui travaillent aussi dans l'entreprise vont hériter les actions de l'entreprise. Dans ce cas, le conjoint va opter non pas pour une part d'enfant légitime, mais il va opter pour l'usufruit de la maison commune, c'est-à-dire le conjoint va rester dans la maison commune et l'entreprise familiale va être divisée entre les enfants. Il est important de considérer également le régime matrimonial sous lequel l'entrepreneur a été marié, puisque s'il arrive quelque chose à l'entrepreneur, il y a d'abord liquidation de son régime matrimonial et ensuite uniquement sa succession va être partagée. Prenons l'exemple de la communauté légale. La communauté légale est le régime par défaut, c'est-à-dire le régime matrimonial qui s'applique lorsque les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Dans la communauté légale, il est important de considérer si l'entreprise a été constituée pendant le mariage ou s'il s'agit d'une entreprise familiale qui a déjà été héritée de génération en génération. Dans le premier cas, c'est-à-dire où l'entreprise a uniquement été constituée pendant le mariage, cette entreprise constitue ce qu'on appelle un bien commun, c'est-à-dire un bien qui appartient communément aux 2 époux.
Si un des conjoints décède, alors le conjoint survivant va d'abord recevoir la moitié de l'entreprise au niveau du régime matrimonial. L'autre moitié tombera alors dans la succession du défunt. S'il s'agit d'une entreprise familiale qui a été héritée de génération en génération, alors cette entreprise constitue un bien propre à l'entrepreneur. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose à l'entrepreneur, l'entreprise va tomber en intégralité dans sa succession sans que son conjoint survivant ne puisse prétendre à un droit au niveau du régime matrimonial. On peut dévier de ces règles, par exemple en concluant un contrat de mariage. On peut effectivement aller chez le notaire pour conclure un contrat de mariage, par exemple une séparation de biens. Dans la séparation de biens, l'entreprise qui a été constituée, même pendant le mariage, constitue toujours un bien propre à celui qui l'a constitué. On peut aussi opter, par exemple, pour un régime matrimonial d'universalité et on peut même ajouter une clause particulière qui est celle de l'attribution au conjoint survivant. Dans ce cas, s'il arrive quelque chose à l'époux, l'épouse va recevoir l'entreprise et les enfants ne vont rien recevoir. Les enfants vont uniquement recevoir quelque chose au décès de l'épouse. Il y aura donc un décalage dans la transmission de l'entreprise. On peut également dévier des règles successorales, par exemple en écrivant un testament. Il y a deux sortes de testaments. Le testament holographe, c'est-à-dire le testament qui est écrit à la main et qui en principe est conservé à la maison. Et il y a aussi le testament authentique, c'est-à-dire un testament qui est rédigé devant le notaire et qui en principe est conservé chez le notaire. Lorsqu'on écrit un testament, il faut faire attention à deux choses. La première chose, c'est un aspect civil. Il existe en droit luxembourgeois la réserve légale, c'est-à-dire les enfants qui sont des héritiers réservataires doivent recevoir un minimum dans la succession de leurs parents. En écrivant un testament, il faut également faire attention à des aspects fiscaux. En principe, en droit luxembourgeois, il n'y a pas de droit de succession en ligne directe, c'est-à-dire les enfants qui héritent de leurs parents ne doivent pas payer de droit de succession. En revanche, si par testament on décide d'attribuer plus de parts à un de ses enfants, cet enfant qui va être privilégié par rapport aux autres enfants doit payer un droit de succession sur la partie qu'il a reçue en plus. Nous l'avons vu, il y a plein de façons d'organiser sa continuité des affaires. Mais il ne suffit pas juste de la planifier, il faut aussi en parler. Et cela, tant au sein de l'entreprise, pour que les personnes concernées sachent ce qu'elles doivent faire, mais aussi au sein de la famille. En cas d'accident, en cas d'urgence, il peut être très rassurant de savoir quelles sont les prochaines étapes. Et même si c'est un sujet difficile, d'après notre expérience, c'est très utile de prendre toutes les parties prenantes et de les mettre autour d'une même table et de les impliquer dans la planification de la continuité des affaires. En fin de compte, il s'agit d'un exercice utile pour toutes les parties prenantes. Pour la famille, ça signifie moins de soucis, moins de discussions. Pour les employés, ça signifie une sécurité au niveau de leur emploi. Pour les fournisseurs et les clients, ça signifie la continuité du produit, du service, mais aussi de la relation d'affaires. Et pour le dirigeant ou le patron, ça signifie aussi se dessaisir d'un certain poids. Premièrement, le meilleur moment de commencer à réfléchir à la continuité des affaires est maintenant. Deuxièmement, il existe différentes façons d'approcher ce sujet. Le plus important, c'est de l'adapter à l'entreprise, à la famille et à la situation de l'entrepreneur. Troisièmement, faites-vous accompagner par des experts.